C'est à Kaboul qu'eut lieu le revirement. On était en novembre, et les premières neiges étaient déjà venues sur les montagnes que j'avais quittées quelques jours plus tôt. Les villages, accrochés aux pentes désolées du massif des Grands Lacs, devaient commencer à grelotter sous les gels cruels de l'hiver afghan. Les brebis, là-haut, devaient la nuit se serrer les unes contre les autres, et il faudrait parfois briser la glace pour permettre à celles qui dormaient dehors de se dresser sur leurs pattes à l'aube. Je levai les yeux sur les sommets enneigés qui semblaient ceinturer la ville comme pour mieux la garder, amoureusement prisonnière, telle une perle rare dans un écrin de glace. C'était le froid qui m'avait réveillé ce matin. J'étais sorti très tôt, dans les rues encore désertes, et j'avais trouvé refuge chez un boulanger qui cuisait sa première fournée de galettes de blé dur. Il y avait du monde dans la boulangerie. Des femmes tout en voile, porteuses d'enfants endormis, des mendiants en haillons qui avaient passé la nuit contre un mur d'argile de la vieille ville, quelques marchands d'eau assis sur leur outre vide, ainsi que les commerçants du voisinage qui allaient bientôt ouvrir leur échoppe. Une ampoule électrique balançait au plafond et jetait sur tous ces visages une lumière d'un jaune pâle qui soulignait la fatigue et marquait les regards. En m'asseyant près du four creusé dans le sol, je pensais que les aubes de toutes les villes du monde se ressemblent, enserrant dans leur filet de clarté tous les pauvres et tous les besogneux de la terre. Relevant mon manteau sur l'épaule droite à la manière d'un homme libre, je me reconnus avec tendresse comme l'un d'entre eux. Ces hommes et ces femmes, tapis comme des bêtes guettant la montée du jour, m'accueillaient dans la horde et me plaçaient à mon rang. J'en éprouvais un véritable bonheur que je ne cherchais pas à dissimuler et qui avait raison de toutes les méfiances. Attentif au geste autant qu'à l'éclat du regard, dérouté par la parole obscure de mes compagnons, mais sensible à l'inflexion de la voix, sans cesse j'étais en quête d'humanité et de chaleur. Et c'était là, derrière cette pauvre devanture dans l'hiver de Kaboul, que je trouvais l'une et l'autre. Dans un coin de la pièce, un vieillard préparait le thé, attisant les braises de son plateau avec un éventail. Quand le liquide amer commença à chanter dans les théières multicolores, il tira de l'eau bouillante au samovar qui trônait derrière lui et remplit délicatement les porcelaines raccommodées, puis offrit à chacun un verre. Après avoir distribué pieusement les théières, il retourna s'asseoir dans l'ombre. Selon la coutume, je versai 3 fois le thé sans le boire, puis entamai le pain que le porteur d'eau proche de moi avait glissé sur mes genoux. Lorsque j'eus terminé ce premier repas du jour, je me levai et demandai d'un signe au boulanger si je devais quelque chose. Mais il secoua la tête négativement dans un sourire. La main sur le cœur, je m'inclinai et sortis dans la clarté naissante de l'aube. Tournant le dos au quartier des ambassades, je remontai l'avenue qui longeait le canal en direction de la mosquée. Une bande de chiens errants, méfiants et féroces, et que les passants redoutaient de rencontrer la nuit dans les rues sombres, s'éloigna à mon approche et s'enfuit à travers un vestige de pelouse. Un adolescent transi avait installé son chariot à l'entrée d'un pont. Il proposait des cigarettes, des bagues et toutes sortes de souvenirs.
Je jetai un regard sur les chaussettes que vendait le gamin, marchandai le prix, et n'ayant pu faire affaire, repartis après avoir acheté un paquet d'américaines si douces, si dépaysantes. Je traversai le bazar qui commençait à s'animer en évitant les porteurs courbés sous d'énormes charges et qui se frayaient un passage au milieu de la foule en criant un « balek » qui s'élevait sous les voûtes comme une litanie. On déroulait les tapis devant les magasins, on suspendait les étoffes au-dessus des éventaires, 1000 parfums et 100 000 couleurs. C'était tout l'Orient qui émergeait de la nuit glacée pour sanctifier un jour nouveau. À la sortie du souk, je m'immobilisai sur un tertre près d'un carrefour et observai pendant quelques minutes, en compagnie d'un enfant qui tenait 2 brebis dociles au bout d'une corde, l'étonnant balai des autobus et des taxis délabrés qui se livraient déjà au milieu d'un peuple agité de bicyclettes et de chevaux, une guerre sans merci. De l'autre côté de la place, je m'engageai dans une rue plus tranquille et, choisissant le trottoir ensoleillé, remontai lentement vers le Green Hotel. Je marchais en calculant mes pas, jouant avec le dallage inégal de la rue, et me tenant à moi-même ces paris que s'inventent les enfants sur le chemin de l'école. J'étais loin de l'enfance, bien sûr, et j'étais à l'autre bout du monde. Mais l'abandon à ces jeux me prouvait d'une certaine manière que j'étais chez moi. D'ailleurs, depuis une semaine que j'étais revenu à Kaboul, n'avais-je pas mes habitudes ? Ne saluais-je pas des visages connus ? Est-ce que je ne faisais pas de grands signes à des gosses que je croisais sur ma route ? J'aimais cette popularité fragile, éphémère, cette reconnaissance fugitive, ces gestes ébauchés dans l'air et qui marquaient ma trace dans l'espace. Dans la solitude de mon voyage, je m'attachais à ces rencontres brèves et puissantes, et j'y puisais la force et la volonté de poursuivre. Je pénétrai sous le porche du Green Hotel et souris au passage au gardien qui prenait le thé dans sa petite guérite de bois, en tout point semblable à une pagode, et j'avançai dans le parc. Je fis quelques pas sur le vaste échiquier édifié sur le gazon, et m'attardai parmi les pièces démesurées de ce jeu qui occupaient parfois les habitants de l'hôtel pendant plusieurs jours. Dans le silence feutré de ce petit paradis de verdure, on pouvait assister à d'interminables combats entre des adversaires juchés sur des promontoires de bois et qui ne descendaient jamais de leur hauteur, pareils à des dieux méditant quelque sombre dessein. Des assistants, le plus souvent des volontaires jaillis du public, se chargeaient de déplacer les lourdes pièces du jeu. Toute cette mise en scène donnait aux échecs une démesure propre à séduire l'esprit des voyageurs de tous les pays qui observaient la partie en fumant du hashish allongé sur des nattes ou des tapis. Alors que je sautais de case en case, retraçant ainsi l'itinéraire du fou, Ahmed m'appela. Il faisait le service dans l'hôtel, et très souvent on le croisait, souriant et affairé, porteur d'un plateau ou d'un narguilé. « Ami, autre chambre. Aujourd'hui 22. »« Merci, Ahmed. » Quittant mon jeu, je dirigeai mes pas vers les chambres réparties tout autour du jardin, sous les arcades. Je frappai au numéro 22.